La connaissance de la ville me paraît un sujet fort large et ambitieux, surtout si l'on s'attarde à regarder un tant soit peu en arrière et que l'on veuille en embrasser une période de près de 2 siècles. Quoi qu'il en soit, je vais vous entretenir donc aujourd'hui des devis et articles de travaux ou de l'écrit au service de la maîtrise des ouvrages publics au XVIIe et XVIIIe siècle. À ce titre, je me dois d'ajouter ou l'écrit au service de la connaissance de la ville au XVIIe et XVIIIe siècle. Je vais donc vous parler d'un seul type de document, un document non seulement technique, mais aussi contractuel, le devis, appelé aussi article de travaux. Il s'agit de la pierre angulaire des ouvrages publics, d'un document où son auteur doit à la fois faire coïncider au plus juste les intentions du maître d'ouvrage à celles du maître d'œuvre, ceci, je le répète, au niveau technique, mais aussi financier. Restreignons ce champ de l'étude au seul devis produit par l'administration capitulaire municipale entre 1600 et 1790, ce qui revient à ne parler que des seuls ouvrages publics entièrement réalisés et financés par la ville. Cela ne comprendra pas ceux des ponts qui sont à la charge de la province, les quais et autres ouvrages dont la ville ne soit entièrement propriétaire et maître d'ouvrage. Une première estimation des documents conservés dans les collections publiques, Archives municipales de Toulouse et Bibliothèque municipale de Toulouse, nous offre un chiffre de 514 pièces repérées entre 1667 et 1790. Et cela nous amène à projeter un corpus d'environ 1000 devis ou articles de travaux pour les 2 siècles. Les recherches étant encore en cours, devront aussi prendre en compte les documents qui ne peuvent manquer de se trouver aux archives départementales de la Haute-Garonne et aux archives de l'intendance à Montpellier. Sans rentrer dans des détails trop techniques et forcément lassants dans un temps aussi court, il sera tout de même nécessaire d'appréhender les décideurs à l'origine de tels documents et de voir les motivations qui peuvent les pousser à demander la production de telles pièces, de présenter le devis, d'en apporter une définition et de retracer l'évolution d'un tel document, non seulement avec son étude diplomatique, mais aussi au travers du vocabulaire qu'il emploie. Nous nous efforcerons ensuite de regarder le travail de rédaction du devis et de nous pencher sur ses auteurs, comprendre qui ils sont et comment ils travaillent. Puis, dans une optique d'histoire plus sociale ou de transmission de la pensée, il convient de se pencher sur la validation de ces devis, par des autorités quelquefois autres que les capitouls d'ailleurs, leur publication, l'adjudication des travaux compris dans les devis, les paiements aux entrepreneurs, etc. Politique, hommes, matériaux, techniques, les devis en tant que corpus se trouvent être au carrefour de nombreux intérêts et par là d'axes de recherche et d'études. Qu'en tirer pour la connaissance de la ville et la connaissance de quelle ville? Ces échantillons de villes sont-ils assez révélateurs pour apporter quelque chose d'utile aux hommes et femmes du présent? Ou ne sont-ils qu'un faire-valoir pour la jouissance intellectuelle exclusive et pseudo-savante de quelques universitaires et chercheurs? Tout d'abord, donc, je vais traiter des politiques qui dictent ces devis. L'étude du vaste corpus des devis publiés par la ville, j'utilise le terme de publié dans le sens qui lui était entendu, c'est-à-dire rendu public, permet non seulement de comprendre les volontés du pouvoir municipal en termes de travaux publics, l'installation en 1667 d'un homme de l'art à la charge de contrôleur des travaux, puis la longue évolution de cette fonction jusqu'à la création en 1746 du poste d'ingénieur de la ville, mais aussi de percevoir les volontés de chacun, politiques, ingénieurs, entrepreneurs, et pour employer un terme anachronique, les usagers. Le rôle et l'importance de ces derniers ne doivent pas être négligés, car si ce sont bien les capitouls et le conseil de ville qui décident et ordonnent les majorités des travaux, les habitants encore peuvent suggérer des travaux ou faire pression pour obtenir la réalisation d'ouvrages. Ainsi, les habitants de l'île de Tunis en 1636 profitent de la présence d'un intendant de justice à Toulouse pour lui soumettre leurs craintes vis-à-vis des ravages de la Garonne. Celui-ci ordonne alors à des hommes de l'art de dresser devis et articles au nom de la ville qui entreprendra les travaux. Mais ceci fait figure d'exemple, car dans la majeure partie des cas, le devis est demandé par le conseil de ville ou le conseil des 16 qui, lui, n'a pas de compétences spéciales en matière de travaux publics, mais principalement au niveau de la gestion des dépenses.
L'intérêt du devis est qu'il va permettre l'adjudication des travaux au rabais, ce qui semble être pour les politiques la motivation essentielle et la finalité du document. Amener les soumissionnaires à présenter des prix les plus bas possibles, tout en les obligeant à respecter les articles dressés. Le devis est donc la garantie d'une économie substantielle. Par ce qui transparaît des registres de délibération, de commissions particulières ou des chroniques des annales manuscrites, la plupart des travaux, et donc des devis de travaux, ont été décidés en fonction de la situation économique et du caractère d'urgence des travaux à entreprendre. En ce qui concerne la situation économique, il semble que les finances de la ville soient toujours exsangues. Beaucoup de travaux projetés sont revus à la baisse, de nombreuses réalisations proposées sont reportées. Pourtant, si les caisses de la ville sont souvent réellement vides et que les emprunts soient fréquemment la seule manière d'obvier au manque de liquidité, les capitouls n'hésitent pas à engager des dépenses énormes pour des ouvrages que l'on pourrait appeler de représentation. Par exemple, pose annuelle de leurs armoiries sculptées sur les bâtiments publics, réaménagement sans fin dans la maison commune, construction du théâtre et de la façade monumentale de l'hôtel de ville, laissant certains bâtiments importants tomber en vétusté. Par exemple, la halle de la Pierre s'effondrera partiellement plusieurs fois. Les signes avant-coureurs avaient été ignorés. Le caractère d'urgence est une constante. On ne planifie pas les réparations, on attend le dernier moment, on attend qu'un bâtiment menace chute, qu'un mur se lézarde, que les chemins et ponts rendent tout passage de voitures impossible. Nous allons passer à la définition du devis et ses évolutions. En commençant par définir la notion même de devis, nous allons ensuite en étudier la diplomatique, puis esquisser un bref historique de son évolution, avant de songer à lui rendre son sens concret, c'est-à-dire en présenter le contenu et les objectifs. Si le mot de devis dans le dictionnaire de la Curne ne nous renseigne pas trop sur le sens que nous recherchons, n'offrant à notre curiosité que la définition acte ou clause d'acte, il faut attendre le dictionnaire de l'Académie en 1762 pour y trouver une réponse qui nous semble beaucoup plus familière. On lit en deuxième sens « état par le menu des ouvrages d'architecture, de menuiserie, de maçonnerie, etc., et de la dépense qu'il y faut faire. Devis exact, faire un devis, donner le devis d'une maison à bâtir, le devis de l'architecte ou du maçon, le devis du menuisier, etc. Si le mot est donc absent au début de la période que nous voulons aborder, c'est qu'on emploie alors un autre terme, celui de article ou article de travaux. Le mot de devis fait toutefois quelques apparitions dès le XVIIe. On a trouvé un devis datant de 1645 intitulé « Devis pour la salle de l'audience du sénéchal », ce qui démontre que le terme « devis » existe déjà, est utilisé, exceptionnellement il est vrai, et que le sens qui lui est donné est parfaitement entendu bien avant le XVIIIe siècle. Puis progressivement, le mot devis va faire jeu égal avec celui d'article de travaux, en certains cas coexister. Enfin, seul le mot devis va rester, s'imposant dès le début du XVIIIe siècle, avant d'opérer un changement de sens au XIXe siècle et de céder la place au terme de cahier des charges et de ne subsister que sous une autre forme. Diplomatique du devis. Il est quasiment toujours coiffé d'un titre qui révèle la nature des travaux, construction, réparation, démolition, et spécifie au besoin quel corps de métier doit y intervenir, charpentier, maçon, menuisier, couvreur, etc., et la localisation précise du lieu où ils doivent être entrepris, nom du bâtiment ou localisation géographique. Il présente quelquefois un petit résumé rappelant l'historique du bâtiment à réparer ou la raison de la construction projetée, permettant ainsi de justifier les travaux que l'on veut engager. Sa division en nombreux chapitres, on dira articles, souvent très courts et numérotés, permet de donner une clarté essentielle lors de la lecture afin de bien saisir les différentes étapes des travaux voulus par le rédacteur. Le devis se présente sous une forme longtemps figée, détaillant immuablement les différentes parties des travaux à effectuer, les matériaux à utiliser, les techniques à mettre en œuvre et plus rarement, c'est à souligner, les cotes et mesures précises. Il emploie un vocabulaire technique, un vocabulaire parfaitement compris par l'entrepreneur. Article de travaux ou devis, ce document doit accompagner l'entrepreneur dans chacune des étapes de la construction, réalisation ou réparation. Par essence, il se doit d'être clair, et à la rigueur de l'écrit, on refuse tout exercice de rhétorique. Le style en est donc souvent lourd, les redondances nombreuses, mais la forme répond parfaitement à son objet.